Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, des grillons galants, un jeu d'enfants, des éclairs géants et un océan de comètes. Des dizaines de célibataires coupés du monde, filmés en milieu naturel 24 heures sur 24 par 64 caméras, voici l'étrange expérience menée depuis 3 ans en Espagne sur des grillons champêtres. L'objectif de ce Love Story, déterminer si oui ou non les lois de la sélection sexuelle établies en laboratoire décrivent bien la réalité. Et en l'occurrence, la réponse préliminaire est non. Je m'explique. Juste avant la copulation, les grillons restent en couple un moment. Un comportement qui, d'après les modèles en vigueur, s'expliquerait par la guerre des sexes. En gros, le mâle resterait pour empêcher d'autres mâles de féconder sa femelle. Mais la réalité semble différente. Regardez plutôt. Voici 2 grillons célibataires vacants en dehors de leur terrier. Il y a un mâle à gauche, une femelle à droite. Ils ont le même comportement et les mêmes chances de survie. En revanche, les choses changent dans le cas d'un couple. Si les 2 membres se trouvent en même temps à l'extérieur et qu'un danger survient, le mâle laisse toujours la femelle rentrer la première, et ce, au péril de sa vie. Ce comportement chevaleresque augmente les chances de survie de la femelle, mais diminue d'autant celles du mâle. Un mâle pour un bien, car en guise de compensation, les mâles en ménage copulent plus souvent et ont une descendance plus nombreuse. Comme quoi parfois, la galanterie paye. Vous connaissez tous ce petit jeu ciseaux, feuilles, cailloux. Pas besoin de s'appeler Einstein pour y jouer et pourtant, chaque fois que vous faites une partie, sachez que tout votre cerveau, ou presque, est mobilisé pour tenter de vous faire gagner. C'est ce que viennent de démontrer 3 chercheurs de l'université Yale aux États-Unis. Pour arriver à cette conclusion, ils ont fait jouer contre un ordinateur une vingtaine de volontaires. Et pendant les 10 minutes de chaque manche entre l'homme et la machine, ils ont enregistré par IRM fonctionnel l'activité cérébrale du joueur. Tout cela pour s'apercevoir que, contrairement à ce que l'on croyait, le fait de gagner ou de perdre, y compris à ce jeu sans enjeu, a des répercussions sur l'ensemble du cerveau, et pas seulement au niveau de sa partie centrale. Un constat qui, pour les auteurs, montre à quel point le fait de mémoriser un échec ou une victoire est important pour maximiser ses chances de survie. Le 7 mars 2010, sur l'île de la Réunion, un chasseur d'orage filmait 5 jets géants situés à 50 km de lui. Une première, car jamais ces phénomènes météorologiques n'avaient été observés d'aussi près. Tout ce que l'on savait d'eux, c'est qu'il s'agissait de connexions électriques très rapides entre un nuage d'orage et l'ionosphère, une partie relativement conductrice de l'atmosphère située à 90 km d'altitude. Aujourd'hui, grâce à ces vidéos, aux images satellitaires de Météosat 7 et aux données du réseau mondial de surveillance des éclairs, une équipe internationale a pu décrire ces manifestations électriques mystérieuses. Les résultats montrent que les jets géants naissent dans la zone convective de l'orage, là où l'activité électrique est la plus élevée. Chaque jet est précédé de pulses lumineux très intenses. La charge électrique transportée lors de chaque jet serait très importante et représenterait plusieurs centaines de coulombs. À titre comparatif, la foudre ne transporte que 10 coulombs vers le sol. Les jets géants joueraient donc un rôle majeur dans les circuits électriques planétaires. La Terre n'a peut-être pas toujours été bleue. À l'origine, elle aurait été toute sèche, l'eau n'ayant été apportée que dans un deuxième temps par des météorites et dans une moindre mesure, 10%, par les comètes. C'est du moins ce que l'on pensait, car une équipe européenne montre que l'eau transportée par la comète Hartley 2, celle qui a été survolée l'année dernière, a la même composition chimique que celle des océans. Le rapport isotopique deutérium-hydrogène est presque le même dans l'eau de la comète que dans celle des océans. D'ordinaire, on observe plutôt ce rapport isotopique dans les astéroïdes qui gravitent entre Mars et Jupiter. C'est la première fois qu'on le retrouve dans une comète. Un résultat qui, pour les auteurs, tend à montrer que certaines comètes ont pu participer de façon bien plus importante à l'hydratation de la Terre. Voilà, ce numéro est terminé. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission ou bien sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.